De notre série de vidéos sur la notion de statistique inférentielle. Dans cette vidéo, nous abordons la deuxième partie de notre thématique sur la comparaison d'estimateurs. Je vous invite fortement à regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc pour planter le décor, dans cette vidéo, nous chercherons donc à établir de manière concrète lequel de ces deux estimateurs-là est le plus pertinent. Donc, s'il faut le dire ainsi, est le plus bon. Pour planter le décor, dans la vidéo précédente, il était donc question d'un étudiant qui tous les jours se rendait à un arrêt de bus et il s'est posé la question de savoir quel est le temps maximum d'attente du bus. Donc pour répondre à cette question, il s'est prêté à un exercice qui est celui de relever pendant un mois le temps d'attente du bus tous les jours. Donc voilà, en fonction de ces observations-là, nous avions pu établir deux possibilités, deux éventualités d'estimation du temps maximum d'attente. Voilà. Le premier estimateur construit était donc celui-là, qui est 2 fois la moyenne empirique. Je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous voulez savoir le cheminement qui aboutit à ce dernier. Le deuxième estimateur, qui est plutôt très intuitif, était simplement prendre le max des observations, c'est-à-dire qu'il passe 30 jours à relever son temps d'attente. Eh bien, pour répondre à la question quel est le temps d'attente maximum, on prend simplement le maximum des temps recueillis. Donc voilà, plutôt intuitif. Et donc la question de cette vidéo, c'est lequel de ces estimateurs-là doit-on choisir? Voilà. Et donc on avait pu répondre dans la vidéo précédente que l'erreur quadratique était l'élément ou si vous voulez l'élément qu'il fallait utiliser pour comparer deux estimateurs. Donc vous avez là la formule, ça correspond à la variance de l'estimateur plus le biais au carré, en rappelant que le biais c'est l'espérance de l'estimateur moins la vraie valeur de cet estimateur là. Voilà. Et dans le cadre des jeux de données que nous avons là, on a les jeux de données, donc les variables aléatoires TI associées à ces jeux de données qui suivent une loi uniforme sur 0A. Donc de 0 minute à A minute, où A est le temps maximum qu'on cherche à estimer, le temps d'attente maximum. Voilà. Donc là, on va commencer par le premier estimateur. L'objectif, c'est de calculer l'erreur quadratique de chaque estimateur. On va commencer par son biais. Et rappelez-vous que pour déterminer le biais, nous avons l'espérance de l'estimateur dans la formule du biais. Donc on va exactement procéder comme cela. On va déterminer l'espérance de cet estimateur-là, espérance de AN1. Voilà. AN1, la formule, c'est 2 fois la moyenne empirique. Donc ça sera égal à espérance de 2 fois T1 plus T2 plus Tn, voilà, sur N. Voilà. Vous avez un élément donc qui multiplie ces 2 fois N. Donc ça fait 2 sur N. C'est 2 sur N. Donc vous avez 2 sur N, espérance de T1 plus T2 plus Tn. Voilà. Donc l'espérance de la somme est égale à la somme des espérances. Ça nous fait donc 2 sur N fois espérance de T1 plus espérance de T2 plus toutes les autres espérances jusqu'à espérance de Tn. Voilà. Et étant donné que nous avions pu établir dans la vidéo précédente que ces variables-là sont IID, voilà, c'est-à-dire indépendantes et identiquement distribuées, en raison de l'identiquement distribué, on peut dire alors que l'espérance, c'est-à-dire que les variables sont de même loi, alors elles ont la même espérance. Donc espérance de T1 sera égale à espérance de T2 qui sera égale à toutes les autres espérances jusqu'à espérance de Tn. Voilà. Donc ce qui nous permet de dire qu'on a effectivement 2 fois n sur n fois la même chose. Donc n fois par exemple l'espérance de T1. Vous voyez? Donc les n et n se simplifient. Ça nous fait 2 fois espérance de T1. Voilà. Et étant donné que TI, comme vous pouvez le voir ici, suit une loi uniforme sur 0A, rappelez-vous l'espérance d'une loi uniforme qui suit sur AB, c'est A plus B divisé par 2. Donc ici, nous faisons la somme 0 plus A divisé par 2. Donc ça nous fait espérance de T1 qui est égale à 2 fois A divisé par 2. Voilà. Donc on simplifie les deux, ça nous fait A. Vous voyez, donc vous avez espérance de A
N1, premier estimateur qui est égal à A. Si on fait passer le A de l'autre côté, ça équivaut à dire que vous avez espérance de AN1 moins A qui est égal donc au biais, rappelez-vous, le biais c'est espérance de AN moins A qui est égal au biais de AN et égal à 0. Parce qu'en fait ici, en faisant passer le A de l'autre côté, vous avez bien sûr la différence qui est égale à 0 et qui est en même temps égale au biais. Donc en gros là, on vient de déterminer que le biais est égal à 0, ce qui nous fait dire donc que cet estimateur-là est sans biais. Voilà. Une fois qu'on a dit cela, on détermine donc sa variance. Donc, pour calculer la variance, rien de plus simple encore une fois, ça sera variance de AN1 qui sera égal à la même chose. On remplace donc par l'écriture 2 fois T1 plus T2 plus on de suspension Tn, le tout sur n. Voilà. Donc 2 fois la moyenne empirique. Cette fois, le 2 sur n, il sort, mais au carré, on est avec la variance. Donc, ça fait 2 au carré, ce qui vous fait directement 4 sur n carré fois la variance de T1 plus T2 plus point de suspension Tn. Alors, ici, en raison du IID, parce qu'en fait, la somme, la variance d'une somme n'est pas dans tous les cas égale à la somme des variances. Mais étant donné que les variables sont identiques, sont indépendantes, pardon, on peut donc faire simplement se résoudre à la somme des variances. Donc, étant donné que les variables sont indépendantes, on aura variance de T1 plus variance de T2 plus point de suspension variance de Tn. Cela voudrait simplement dire que les covariances sont nulles. Donc, on peut se résoudre à faire la somme des variances. Et toujours, étant donné que les variables sont IID et on a besoin simplement de l'aspect identiquement distribué, c'est-à-dire ces variables sont de même loi, alors elles auront les mêmes variances. On peut simplement se résoudre donc à faire 4 sur n au carré fois n fois la même chose, c'est-à-dire n fois la variance de T1. Voilà. Donc on simplifie n et 1 des n. Ça nous fait donc 4 sur n fois la variance de T1. Voilà. Étant donné que donc nous sommes avec une variable donc aléatoire TI qui suit une loi uniforme sur 0A, alors sa variance est égale, la variance est égale à 0 plus A, pardon, est égale donc à A moins 0 au carré divisé par 12. En fait, la variance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur AB est égal à b moins a au carré divisé par 12. Donc, dernière valeur moins première valeur au carré divisé par 12. Donc, ça fait a moins 0 divisé au carré divisé par 12, ce qui nous fait donc a carré sur 12. Cela veut dire donc que vous avez la variance qui est égale à 4 sur n fois a carré sur 12. Vous voyez? Donc, ça vous fait a carré sur 3n, en simplifiant les 4. Donc, vous avez la variance de AN1 qui est égale à A carré sur 3n. Rappelez-vous, l'écart quadratique, c'est la variance plus le carré du biais. Étant donné que le biais est égal à 0, ça veut dire que l'écart quadratique se ramène simplement, l'erreur quadratique, pardon, se ramène à la variance. Donc, on dira que l'erreur quadratique de ce premier estimateur-là, ça y est, nous l'avons, est égal à A carré sur 3n. Donc, arrivé là, je pense que vous avez compris. On va chercher à comparer les deux erreurs quadratiques. Voilà, on va garder l'estimateur qui aura donc la plus petite erreur quadratique. Alors, on va passer au deuxième estimateur qui est donc AN2, qui consistait à prendre le maximum de T1 jusqu'à Tn, donc le maximum des observations. Alors, en ce qui concerne cet estimateur, d'ailleurs, la première des questions, c'est la question de la loi de cet estimateur-là. Parce qu'en réalité, on ne peut pas s'amuser à faire simplement ce qu'on a fait dans le cadre du premier estimateur. En fait, ici, vous avez simplement une somme. Donc, facile, on peut simplement se résoudre à directement prendre l'espérance et à développer finalement, à aboutir à un calcul comme ça. Ici, vous avez un max. Voilà, vous avez un opérateur max qu'on aura du mal à disloquer. Voilà, donc il faudra déterminer la loi
de cette variable aléatoire générée par l'estimateur, voilà, la loi de AN2. Et en fonction de la loi de AN2, on pourra déterminer son espérance et la variance. Voilà. Donc, on ne peut pas simplement se résoudre à prendre l'espérance de ça qui est égale à l'espérance de max et à calculer. Ça va nous être quasiment impossible. Donc, première étape pour ce dernier, il nous faudra d'abord déterminer la loi de l'espérance, de l'estimateur, pardon. Donc, celle-là, on ne la connaît pas, cette loi. Et pour déterminer la loi, rappelez-vous, on passe effectivement par la fonction de répartition qui va nous donner la loi de cette variable aléatoire AN2. Donc la fonction de répartition, elle aura cette forme-là. Vous avez donc la fonction de répartition qu'on va appeler f de t, grand F de t, qui sera simplement égale à, rappelez-vous, la fonction de répartition en formule, ça vous fait l'intégrale, donc qui balaye les valeurs de moins infini à t, vous voyez, de f de x, d de x. En d'autres termes, c'est simplement la probabilité que la variable aléatoire là soit inférieure ou égale à une valeur t que nous donnons là. Voilà, simplement en termes d'intégrale, c'est ça. Vous avez donc la probabilité que cette variable là soit en deçà de t. C'est cela qu'on appelle donc la fonction de répartition. Et en fonction de cette fonction de répartition là, nous pourrons déterminer la loi de AN2. On va voir comment. Alors, on va déjà déterminer donc cette fonction de répartition-là. On va se servir donc de la dernière écriture, c'est-à-dire que f de t, c'est la probabilité que AN2 soit inférieur ou égal à une valeur t. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit cela, on sait comment écrire AN2. On sait que AN2, c'est le maximum, donc c'est la probabilité. AN2, c'est le maximum de T1. Je mets T2 jusqu'à Tn. Donc, c'est la probabilité que le maximum de ces observations-là soit inférieur ou égal à une valeur T. Alors, ici, on va passer simplement par une toute petite explication. Regardez. On cherche la probabilité que le maximum de ces valeurs soit inférieur ou égal à une valeur T. Alors, en réalité, si le maximum de ces valeurs-là est inférieur à T, ça veut dire que par ricochet, toutes ces valeurs-là sont inférieures à T. En fait, si vous avez 2, 3, 4 et que 4 est inférieur à 5, ça veut dire qu'en réalité, 2 et 3 sont également inférieurs à 5. Donc, si le maximum de ces valeurs est inférieur à T, toutes ces valeurs sont inférieures à T. Ce qui va en fait nous permettre de nous affranchir du maximum. Donc, de prendre simplement la probabilité. En fait, pour que le maximum soit inférieur à T, il faudrait que toutes ces valeurs-là en même temps soient inférieures à T. Donc, ce qui va nous permettre de dire donc que ce sera la probabilité que T1 soit inférieur ou égal à T et que T2 soit inférieur ou égal à T et ainsi de suite que Tn soit inférieur ou égal à T. Vous voyez? Donc, concomitamment, il faudrait que T1 soit inférieur ou égal à T, T2 inférieur ou égal à T, jusqu'à Tn qui est inférieur ou égal à T. Voilà. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait simplement le produit de ces probabilités-là. Ça nous fait donc la probabilité que T1 soit inférieur ou égal à T, fois la probabilité que T2 soit inférieur ou égal à T, fois, point de suspension, la probabilité jusqu'à Tn. Donc que Tn soit inférieur ou égal à T. Voilà. Étant donné que déjà ici, les variables sont indépendantes, on décompose comme ça. Donc voilà, en IID, on passe à la deuxième étape. Et ici également, étant donné que ces variables sont de même loi, rappelez-vous, T1, T2, Tn sont tous de même loi, alors ça veut dire simplement que cette écriture que vous avez là, la probabilité que T1 soit inférieur à T, T2 soit inférieur à T ou Tn soit inférieur à T, c'est exactement la même probabilité. Si des variables donc, ont la même loi, ça veut dire qu'elles ont effectivement la même chance d'être inférieures ou égales à cette valeur T que vous avez ici. Voilà. Donc, en fait, ça veut simplement dire qu'on peut ramener la fonction de répartition là à simplement ceci. À dire que c'est par exemple T1 inférieur ou égal à T à la puissance n. C'est-à-dire que c'est n fois la même chose. Vous voyez? À la puissance n, pardon, la même chose à la puissance n. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, rappelez-vous, on cherche toujours à déterminer la fonction de répartition
donc f de t lié à cette variable aléatoire que vous avez ici. Et donc, une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape, c'est simplement de déterminer ce qui est là. Parce qu'en fait, on peut déterminer la probabilité que vous avez ici. Cette probabilité-là, elle sera très facile à déterminer, vous allez voir. Alors, je vous rappelle simplement que ici, vous voyez, pour déterminer la fonction de répartition, on a dit que c'était la variable aléatoire inférieure ou égale à une valeur t. Donc, ça veut dire simplement que si on prend la probabilité que t1 soit inférieur ou égal à t, c'est simplement aussi la fonction de répartition qu'on va appeler cette fois g, la fonction de répartition gt qui est associée à la variable aléatoire. Donc, gt, si vous voulez, je mets ça, c'est fonction de répartition associée à TI. Voilà, c'est la fonction de répartition qui est associée à TI, la variable aléatoire. Rappelez-vous qui suit une loi uniforme sur 0A. Voilà. Et juste un rappel, si vous avez une variable donc xi qui suit une loi uniforme sur AB, eh bien, simplement la fonction de répartition, cela équivaut à dire que la fonction de répartition qu'on va appeler g de x, supposons, la fonction de répartition g de x ne sera nulle autre que elle sera égale à 0 si x est inférieur à a. Elle sera égale à x moins a sur b moins a si x est compris entre a et b, donc a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, et elle sera égale à 1 si x est supérieur à b. Vous voyez, et c'est exactement cette écriture-là qu'on va appliquer. Étant donné qu'on a TI qui suit une loi uniforme sur 0A, on cherche G de T qui est égal à la probabilité que grand T1 soit inférieur ou égal à T. Vous voyez là, on va simplement dire donc que dans ce cas, G de T sera donc effectivement égal à la probabilité que T1 soit inférieur ou égal à T. Et ça va nous donner quoi? Rappelez-vous, la loi c'est ça. Donc ça va nous donner 0 si x est inférieur à quoi? A. Regardez, A dans la formule ici, ça correspond à la première valeur. Donc ici c'est notre 0. Donc ça fait 0 si x. Alors je mets x mais c'est t parce que là nous sommes avec t. Voilà, ça c'était dans le cadre du rappel. On a utilisé x mais là on est avec t. Donc ça sera égal à ça si t est inférieur à 0. Ça sera égal à x moins a sur b moins a. A, c'est la première valeur et b, c'est la deuxième valeur ici. Donc, ça sera égal à x sur a. Donc, x, ça devient toujours notre t. Voilà, ça sera égal à t sur a si t est compris entre les deux valeurs. Donc, si t appartient à 0, a. Voilà. Et ça sera égal à 1 si t est supérieur à a. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause si vous voulez pour bien assimiler cette formule-là. Simplement, elle peut être complexe parce que regardez, dans la formule, on prend un intervalle AB, alors que le B de la formule ici, il correspond à A ici. Donc ça peut un peu, je comprends, ça peut un peu embrouiller, mais néanmoins, c'est exactement ça l'intuition. On détermine FT en aboutissant à ça, et ce dernier que vous avez la probabilité, on arrive à le déterminer en connaissant la loi de TI. Et simplement, ça voudra nous dire, étant donné que nous savons donc l'écriture de PT ici, regardez, il suffira simplement de l'élever au carré pour trouver f de t. Vous voyez? Donc, alors, on peut simplement dire que donc, vous avez f de t qui est égal à, rappelez-vous, c'est égal à p de t en tout ça à la puissance n. Et ça nous fait donc 0 à la puissance n, ce qui fait 0. Ça nous fait 0 si t est inférieur à 0. Ça nous fait t à la puissance n sur a à la puissance n si t appartient à l'intervalle 0 a. En gros, on élève tout à la puissance n. Donc ça nous fait 0 à la puissance n, t puissance n sur a puissance n, et 1 à la puissance n qui est égal à quoi?
1 à la puissance n, c'est simplement 1. Donc, ça nous fait 1 si t est supérieur à a. Voilà. Donc, rappelez-vous, on a trouvé la fonction de répartition. Et une fois qu'on a la fonction de répartition, on peut donc déterminer la densité de probabilité petit f de t. Rappelez-vous, on fait tout ça pour trouver l'espérance. Parce qu'en fait, par exemple, l'espérance de AN2, ça sera égal simplement à intégrale de x f de x. Rappelez-vous, en fait, dans la formule de l'espérance, on a besoin de f de x ou f de t, si vous voulez, qui sera égal à la densité de probabilité. Donc ici, on va déterminer f de t. Et rappelez-vous que la densité de probabilité n'est rien d'autre que la dérivée. Voilà, on peut d'ailleurs l'écrire directement. C'est égal à la dérivée de la fonction de répartition. Voilà. Et donc, ça vous fait 0, dérivée de 0, si t est inférieur à 0. Voilà. Ça vous fait quoi? Ça vous fait, ici, vous avez, on dérive en fonction de t. Donc, ça vous fait n t à la puissance n moins 1 sur an. En fait, vous dérivez simplement le t à la puissance n. Ça vous fait nt n moins 1. Donc, si, ça c'est si t appartient à l'intervalle 0a. Et enfin, en dérivant le 0, en dérivant le 1, pardon, ça vous fait 0 toujours. Donc, si t est supérieur à a. Donc, au final, cela équivaut simplement à combiner, donc à dire que f de t, la fonction de répartition, elle est égale donc à n à la puissance n fois t à la puissance n moins 1 sur a puissance n. Si t donc appartient à l'intervalle 0a, 0 sinon. Vous voyez, parce que dans les deux autres cas, c'est égal à 0. Donc, ça a une valeur si t est compris entre 0 et a. Et en dehors, ça prend la valeur 0. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on peut enfin déterminer donc l'espérance de AN pour trouver le biais. Parce que rappelez-vous, le biais, c'est l'espérance de AN2 moins A qui est égal au biais de AN2. Voilà. Donc, pour trouver l'espérance, la formule que d'ailleurs j'avais commencé à écrire, donc la formule de l'espérance de AN2, ça sera quoi? Ça sera égal à intégrale. Donc, on balaye toutes les valeurs de moins infini à plus l'infini de t f de t ou xf de x. Donc, on utilise t. Donc, tf de t fois d de t. Et donc, ça vous fait quoi? Ça nous fait donc intégrale. Rappelez-vous, regardez, f de t que vous avez là, ça a deux valeurs. F de t a une valeur lorsqu'on est entre 0 et a, et ça a une autre valeur en dehors. Donc, on va décomposer l'intégrale en trois parties. Ça nous fait intégrale d'abord de moins infini à 0 de t f de t, d de t, plus intégrale de 0 à a de t f de t, d de t, plus intégrale de a à plus l'infini de t f de t, d de t. Et vous voyez en fait de moins infini à 0, f de t est égal à 0, donc cette intégrale sera nulle. Même chose de a à plus l'infini, f de t est égal à 0, donc l'intégrale sera nulle. F de t n'a une valeur que entre 0 et a. Entre 0 et a. Donc, ça veut dire que simplement, l'espérance, voilà, l'espérance de AN2 n'a de valeur que dans l'intégrale de 0 à a de t, f de t, d de t. Vous voyez? Et ça nous fait quoi? Ça nous fait donc intégrale de 0 à a de t fois quoi? F de t est égal à quoi? F de t est égal à n fois t, n moins 1. Donc n fois t à la puissance n moins 1 sur a à la puissance n. Voilà. Fois d de t. Donc ça nous fait quoi? Ça, c'est égal à, on sort donc les constantes. Ça nous fait n sur a à la puissance n, intégrale de 0 à a de t fois t à la puissance n moins 1, d de t. Vous voyez? Et t fois t à la puissance n moins 1, ça fait t à la puissance n tout simplement. Donc, on a n sur an, intégrale de t à la puissance n, d de t. Voilà, puis entre les bornes 0 et 1. Voilà, donc je vous invite à faire le calcul. Néanmoins, je vous montre simplement la prochaine étape. Ça nous fait n sur a à la puissance n fois la primitive de t à la puissance n, bornée entre 0 et a. Donc, la primitive de t à la puissance n, c'est t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous voyez? Donc, je vous invite à faire le calcul. Simplement, vous avez ceci comme résultat. Vous aurez
A moins 1 sur N plus 1 fois A. Voilà, je décompose simplement en fonction de A parce que vous allez voir, on aura besoin du A pour trouver le biais. Voilà. Donc en réalité, vous allez trouver un truc du type AN moins A moins 2A, un truc comme ça sur N plus 1. Voilà, je vous invite simplement à faire le calcul et après à le décomposer en fonction de A. Et vous devrez aboutir à une écriture de ce type. Voilà, simplement pour ne pas s'élargir un peu dans la vidéo, on raccourcit cela. Voilà, donc vous avez espérance de AN2 qui sera égal à quoi? Qui sera donc égal à A moins 1 sur N plus 1 de A. Vous voyez? Donc en ramenant le premier A de l'autre côté, vous avez donc espérance de AN2 moins A qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1 sur N plus 1 de A, vous voyez, ou moins A sur N plus 1, c'est exactement la même chose. Voilà, donc une fois que cela est dit, on se rend compte qu'effectivement que espérance de AN2 moins A, c'est simplement le biais de AN2, vous voyez, c'est pour cela que j'avais décomposé en fonction de A. Donc, on peut effectivement dire que le biais est égal à ceci, donc il est non nul. Donc voilà, cette écriture-là, donc cet estimateur-là admet un biais. Jusque-là, on ne peut pas se prononcer. On détermine la variance pour enfin répondre à la question. Voilà, donc au suivant, en termes de variance, vous avez donc la variance de AN2 qui est égale à quoi? Rappelez-vous, en termes d'écriture, la variance est égale à quoi? C'est égal à espérance de AN2, donc espérance de la variable aléatoire au carré, vous voyez, moins espérance de la variable aléatoire, le tout au carré. Alors, je vous l'écris juste en termes de x. Rappelez-vous, la variance de x, c'est égal à quoi? C'est égal à espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré. Voilà exactement ce qu'on a appliqué, simplement en remplaçant par AN2. Voilà. Donc, espérance de AN2 au carré, donc qui est égal à espérance de x carré ici, c'est simplement quoi? Ça vous fait en réalité intégrale de moins infini à plus l'infini, voilà, de t au carré fois f de t, d de t, vous voyez, c'est exactement la même chose ici. Ici, vous avez intégrale de x carré fois f de x, vous voyez. Donc, c'est exactement ce qu'on applique ici. Donc, t au carré fois f de t. Et ici, on ne va pas utiliser an au carré parce que rappelez-vous que le t, c'est celui-là qu'on a utilisé dans notre fonction de répartition et notre densité de probabilité. Donc, on continue avec t, ça nous fait t carré fois f de t pour rendre le calcul un peu plus facile, moins ce qu'on vient de calculer précédemment, c'est-à-dire espérance de an2 le tout au carré, moins ce qui est là en fait, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà, vous voyez? Donc, ce calcul-là, on l'a déjà fait. Voilà, juste un instant. Donc, ça nous fait, voilà, je le remets si vous voulez, hein. Je le remets, après on va le remplacer. Voilà. Mais ici, simplement vous montrer un peu comment on va pouvoir calculer ce qu'il y a là. Cette écriture-là. Vous avez donc exactement la même chose, le même principe. On va normalement décomposer en fonction de moins infini 0, 0a et a plus l'infini. Et après, une fois que cela est fait, on va simplement annuler donc les deux extrêmes et garder de 0 à a, étant donné que f de t n'a de valeur que sur 0a. Donc, on va aller plus vite ici. On prend simplement de 0 à a de t carré fois f de t. Voilà, de t carré fois f de t, de tout fois d de t, pardon. Vous voyez, moins espérance de AN2 que vous avez là. Vous voyez, c'est ça comme écriture. Voilà. Donc ça, ce sera très facile. On peut d'ailleurs le faire. Ça sera, en fait, ici, vous avez, regardez, vous avez
a moins 1 sur n plus 1 de a. Donc, ça vous fait en réalité, c'est comme si vous aviez, si vous voulez, je vous fais le calcul ici. Vous avez a moins 1 sur n plus 1 de a. En réalité, ça vous fait, on multiplie le a fois n plus 1, ça vous fait an plus a moins a, le tout sur n plus 1. Donc, ça vous fait en fait an sur n plus 1. Donc, c'est comme si vous aviez n sur n plus 1 de a, vous voyez. Donc, je vais simplement donc mettre n sur n plus 1, en fait, pour ne plus décomposer, n sur n plus 1 de a, le tout au carré. Voilà, c'est bon. Une fois que cela est fait, je continue un tout petit peu le calcul. Vous avez donc t carré f de t. En réalité, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer dans la pratique et je vous laisse faire les calculs de votre côté. Donc, vous avez f de t qui est égal à quoi? Ça fait intégrale de 0 à a de t carré fois f de t qui prend quelle valeur? N t à la puissance n moins 1 sur an. Donc, ça fait n fois t à la puissance n moins 1 sur an. Le tout d de t moins la valeur n sur n plus 1 de a au carré. Vous voyez? Donc, une fois que cela est dit, vous avez donc le n sur an qui sort. Donc, ça fait n sur an. Intégrale donc de t carré fois t à la puissance n moins 1. Vous voyez? Et ça vous fait t à la puissance n plus 1. Vous voyez? Donc, ça vous fait t à la puissance n plus 1. Vous avez donc intégrale de t à la puissance n plus 1 parce que vous avez n plus 1 plus 2, n moins 1, pardon, plus 2, ce qui vous fait n plus 1. Donc, entre les bornes 0 à d de t plus n sur n plus 1 fois a le tout au carré. Et ça vous fait quoi? Ça vous fait n sur a à la puissance n. Après primitive de tn plus 1, ça vous fait tn plus 2 sur n plus 2 pris entre les bornes 0 à plus n sur n plus 1 fois a au carré. Voilà. C'est pas le plus important. Je vous laisse faire les calculs de votre côté. Vous avez normalement variance de an2 qui sera égale. Alors, le calcul que vous avez là, je vous le décompose néanmoins. Le calcul que vous avez là, il va vous donner une valeur qui sera égale donc à n sur n plus 2 a au carré. Voilà. Que vous allez donc sommer. Alors, attention, j'ai mis en signe plus ici alors que c'était moins. Regardez, c'est moins, moins, moins et moins. Donc, ici, c'est moins. Même chose par là. Donc, voilà, ça vous fera ça. Moins n sur n plus 1 de a, le tout au carré. Voilà. Donc, vous avez ça comme variance. Vous avez la variance qui est égale à ça. Vous avez le biais qui est égal à ce que vous avez ici. Alors, pour finir, vous allez donc avoir une erreur quadratique. Une erreur quadratique donc de an qui sera donc égale à la variance de an2, rappelez-vous, plus le carré de l'erreur quadratique. Donc, je vous laisse aussi faire le calcul. C'est très simple, c'est juste des exercices dont on peut épargner certains parmi nous dans cette vidéo. Donc, voilà, vous faites la variance que vous avez là. Vous prenez ça, plus ce que vous avez là. Voilà, au carré, bien sûr. Donc, néanmoins, je vous donne en tout cas les bons résultats. Vous aurez, donc, l'erreur quadratique, vous l'aurez, ça sera égal à 2 sur n plus 2 sur n plus 1. Simplement en rendant au même dénominateur, vous voyez bien qu'on aboutit à ça. Donc, n plus 2 fois n plus 1, le tout fois a au carré. Voilà, donc voilà l'écriture de l'erreur quadratique. Et donc, juste pour finir la comparaison, vous voyez donc que en ce qui concerne l'erreur quadratique de an1, on a trouvé quoi? On a trouvé comme erreur quadratique, regardez ici en haut, on a trouvé a carré sur 3n. Voilà, on a trouvé a carré sur 3n. Voilà. Et en ce qui concerne l'erreur quadratique du deuxième estimateur, on a trouvé quoi? On a trouvé 2 sur
n plus 2. Si vous voulez n plus 2, on le décompose. N plus 2, n plus 1, ça vous fait n carré plus 3n plus 2. Je vous invite à faire le développement si vous voulez. Donc, ça vous fait n carré plus 3n plus 2, le tout fois a au carré. Voilà. Pour comparer ceci, rappelez-vous, on va sélectionner donc l'estimateur qui a l'erreur quadratique le plus petit. Voilà. On a a carré au numérateur, a carré au dénominateur. Pour simplement rendre au même numérateur, on peut simplement se résoudre, si vous voulez regarder, on peut se résoudre à prendre au final 2 ici, on va multiplier par 2 les deux membres. Donc ici, en fait, vous pouvez prendre 2 et ici multiplier donc par 2. Voyez, vous pouvez multiplier par 2 ici et ça va vous faire, en fait, ça vous fera donc 2 sur 6n fois a au carré. Vous voyez? Donc ça vous fait 2 fois a au carré sur 6n. Donc ça nous fait exactement le même numérateur ici. Et au final, on compare le dénominateur. Vous voyez? Donc ici, vous avez n carré plus 3n plus 2. Et ici, vous avez 6n. Vous voyez? Et donc, rappelez-vous que nous sommes donc avec des valeurs positives que vous avez là. En réalité, n carré plus 3n plus 2 et 6n, on sait pertinemment, vous pouvez vérifier cela en dérivant les deux fonctions et en étudiant leur signe, mais on peut simplement observer cela. On peut observer que n carré plus 3n plus 2 est supérieur à 6n. C'est-à-dire que n carré plus 3n plus 2 croît plus vite que 6n. C'est évident. Vous pouvez vous en convaincre en dérivant et en étudiant le signe. Simplement, là, on peut déjà l'observer. Alors, une fois qu'on a dit cela, ça veut dire que l'inverse, ça sera, quand on prend l'inverse, ça sera le contraire. Ça veut dire qu'en fait, 1 sur n carré plus 3n plus 2 sera donc inférieur à 1 sur 6n. Vous voyez? Donc, étant donné que c'est comme ça, on le multiplie simplement cette fois donc par la même chose, c'est-à-dire 2 sur a au carré. En multipliant par 2 sur a au carré, vous avez 2 sur n carré plus 3n plus 2 fois a au carré sera égal à 2, sera inférieur à 2 sur 6n fois a au carré. Et rappelez-vous, on a les deux erreurs quadratiques. Ici, vous avez ça. Donc, ça veut dire que l'erreur quadratique de an2 est inférieure à l'erreur quadratique de an1. Vous voyez? Donc, l'erreur quadratique du deuxième estimateur est plus petite que l'erreur quadratique du premier estimateur. Vous voyez? Donc, ici, l'erreur quadratique est inférieure à cet estimateur-là. Ça veut dire que sur la base de l'erreur quadratique, on peut donc conclure que l'estimateur qui consiste à choisir le maximum des observations sur les 30 jours est le meilleur estimateur par rapport à ce dernier. Et vous voyez, c'est intéressant comme conclusion parce que nous rendons compte que néanmoins, le premier estimateur, c'est-à-dire celui-là, il a quand même un biais de 0. C'est-à-dire qu'en moyenne, on estime quand même plutôt bien la vraie valeur. Mais en termes de variance, effectivement, ça s'est joué sur la variance. En termes de variance, il y a quand même une plus forte variabilité, une plus forte volatilité par rapport au deuxième estimateur. Donc, somme toute, en prenant les deux en compte, on se rend compte que cet estimateur-là est quand même plutôt un meilleur estimateur sous l'angle de l'erreur quadratique par rapport à cet estimateur-là. Donc voilà, on ne va pas s'étaler encore un peu plus loin sur cette vidéo, on s'arrête là. J'espère que j'ai pu quand même vous véhiculer l'essence du concept. Merci bien, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.